1944, la Seconde Guerre mondiale déchire la planète. Les bombes volaient de tous côtés. Les Alliés se livrent à une guerre sans merci pour libérer l'Europe, occupée par les nazis. C'est une guerre au cours de laquelle les deux camps vont jouer une véritable partie d'échecs. Depuis les plages de Normandie, L'eau de la mer était couleur rouge sang. aux forêts allemandes, Des milliers de cadavres gisaient devant moi. chaque camp déploiera des armements de plus en plus puissants et sophistiqués. Ces tanks donneront un avantage de taille aux Américains. C'est une arme très efficace. Voici l'histoire de l'ultime campagne des Alliés, contée par les hommes qui l'ont directement vécue. On tirait, et ensuite on manœuvrait. Il était comme un frère pour moi. Mars 1945. 9 mois se sont écoulés depuis le débarquement de Normandie et les Alliés atteignent la dernière grande barrière naturelle les séparant du cœur de l'Allemagne, le Rhin. Le Rhin avait une haute importance symbolique. Nous étions aux portes de notre objectif. Nous étions prêts à entrer au cœur du Reich. À l'ouest du pays, la Wehrmacht s'apprête à défendre âprement son territoire. Nous étions encore très motivés. Parmi les hommes régnait un mélange de patriotisme, de loyauté, de sens du devoir et d'honneur. Il y avait un peu de tout ça. De leur côté, nombre de soldats alliés craignent de mourir si près du but. On savait qu'on devait se préparer à tout, mais on n'était pas vraiment motivé à l'idée de mourir, sachant que ce n'était qu'une question de jours avant que la guerre touche à sa fin. Voici l'histoire de la traversée du Rhin. En janvier 1945, la dernière offensive d'Hitler à l'ouest, la bataille des Ardennes, se conclut sur une cuisante défaite. Les Alliés ont déjà avancé jusqu'aux fortifications de la ligne Siegfried, qui défend la frontière allemande de l'invasion. Au même moment, à l'est, l'armée rouge ne se trouve qu'à 70 km de la capitale allemande. La défaite des nazis semble inéluctable. Ce n'est plus qu'une question de temps. Pourtant, nombre d'Allemands ne semblent pas prêts à rendre les armes. Ils allaient se battre sur le sol allemand et défendre leur foyer, leur famille et leur patrie contre un envahisseur. Les enjeux étaient tout autres. Ajoutez à cela une part de fanatisme, surtout chez les plus jeunes, qui sont incorporés dans les rangs de l'armée à l'âge de 16-17 ans. Ces jeunes gens ont baigné dans la propagande nazie depuis leur plus jeune âge. Pour eux, des slogans tels que « défendre le Reich jusqu'à la mort » ou « vous n'êtes rien, le Reich est tout » sont une philosophie de vie. Ils sont prêts à se sacrifier sans se poser de questions. Adolf Hitler espère utiliser le Rhin, la dernière barrière naturelle protégeant l'Allemagne de l'avancée alliée, pour défaire les soldats anglo-américains et changer ainsi la donne. Hitler oscille entre calcul et déni de la réalité. D'après lui, si les Allemands parviennent à maintenir les Alliés de l'autre côté du Rhin, cela fragilisera l'étrange alliance entre les démocraties occidentales et les communistes soviétiques. Mais il y a également le déni de réalité. Hitler n'a plus aucun espoir, mais refuse de le voir. Il préconise l'intervention d'unités anéanties plusieurs mois auparavant et essaye de mettre en place des stratégies incongrues. Il ne pense en tout cas ni à la capitulation, ni à la paix. Le général Dwight Eisenhower, commandant des troupes alliées, sait pertinemment que la résistance allemande le long du Rhin sera féroce, car cette barrière naturelle représente une frontière d'une extrême importance symbolique aux yeux du peuple allemand. L'aura du Rhin va jouer un grand rôle dans la motivation des troupes.
Beaucoup de mes compatriotes pensaient que la traversée du fleuve par l'ennemi serait une catastrophe nationale. Le Rhin représentait le dernier rempart où il était possible d'arrêter l'avancée des Alliés. Au printemps 1945, Eisenhower est aux commandes d'une des plus puissantes armées jamais constituées. En mars, ces 3 corps d'armée entrent en Allemagne et atteignent les rives du Rhin. Chacune a maintenant pour objectif de traverser le fleuve au plus vite. Au nord se trouve la 21e armée, sous les ordres du maréchal Bernard Montgomery, composée de la 1re division canadienne, de la 2e armée britannique et de la 9e armée américaine. Au centre, la 12e armée du général américain Omar Bradley, composée des 1res et 3e armées américaines. Et au sud, la 6e armée commandée par le général Devers, composée de la 7e armée américaine et de la 1re armée française du général Delattre de Tassigny. Depuis la percée normande, Eisenhower hésite entre 2 options stratégiques. Eisenhower a le choix entre plusieurs stratégies. Soit de concentrer tous ses effectifs afin de mener une attaque sur un front étroit vers le Rhin et l'Allemagne, soit de mener son attaque sur un front plus large, ce qui impliquerait de déployer ses troupes en éventail le long du Rhin et de les faire avancer simultanément jusqu'au cœur de l'Allemagne et donc de Berlin. Eisenhower va opter pour la stratégie de front large et faire avancer toutes ses troupes en même temps, contre l'avis de Patton et Montgomery d'ailleurs, qui sont alors en faveur de la stratégie de front étroit. Malgré ces divergences, ils vont obéir aux ordres. Chaque corps d'armée doit maintenant s'organiser pour traverser le Rhin. De son côté, Montgomery planifie une opération de traversée, notamment par le largage de parachutistes sur l'autre rive, appuyé par l'artillerie lourde, l'infanterie et les corps du génie militaire. Au sud, Patton compte sur le pragmatisme et la vitesse de la 3e armée pour traverser le fleuve à la première opportunité. Pour les Alliés, l'idéal serait de prendre le contrôle d'un pont enjambant le Rhin. Mais les Allemands ont pour ordre de détruire tous les ponts dès lors qu'ils prennent position sur la rive opposée. Les Allemands détruisent les ponts traversant le Rhin car ils savent pertinemment qu'une fois le fleuve franchi par les Alliés, il sera impossible de les arrêter. Une fois de l'autre côté, ils allaient bénéficier des infrastructures allemandes telles que les autoroutes, et la voie royale leur serait ouverte jusqu'à Berlin. Le Rhin est donc la dernière ligne de défense allemande contre les Alliés à l'ouest. Chance et improvisation vont offrir à la 12e armée du général Bradley une fantastique opportunité dans la ville allemande de Remagen. Le 7 mars, des éclaireurs de la 9e division blindée américaine arrivent sur une colline surplombant la ville. Ils y découvrent que le pont de 350 mètres de long est intact. Exactement le type d'opportunité qu'attendaient les Alliés. Mais dans la ville et sur le pont, des centaines et des centaines de soldats et véhicules allemands battent en retraite. Je me souviens, les gens couraient en direction du pont, les soldats comme les civils, et ils le traversaient. De l'autre côté, il y avait une grande colline et un chemin de fer qui passait par un tunnel. On avait une vision parfaite de la situation. Le général William Hodge, commandant du groupe B de la 9e division blindée, arrive sur place. Cet officier expérimenté s'est illustré au cours du débarquement et de la bataille des Ardennes. Il va prendre les opérations en main pour conquérir Remagen et protéger le pont Ludendorff avant qu'il ne soit détruit par les Allemands. Pour cela, il pourra compter sur le plus récent char d'assaut américain, conçu pour remplacer le célèbre mais trop vulnérable M4 Sherman. Le Pershing M26 fait partie de la légende de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque la production du Sherman est lancée, les Américains sont déjà en train de travailler sur un véhicule de remplacement.
Mais plusieurs obstacles se dressent face à son utilisation sur le terrain, car l'acheminement de ces tanks en Europe posera problème au niveau logistique. La production du Pershing sera donc lancée très tard, en 1944. 20 d'entre eux seront acheminés en Europe par le biais de la mission Zebra et directement testés au combat. Ces chars vont offrir aux Américains de nombreux avantages, dont un massif canon de 90 mm. Sa puissance de feu est encore plus dévastatrice que celle du Tigre II allemand. Il est équipé d'un moteur très puissant, de chenilles plus larges et d'un blindage renforcé à l'avant, afin que les équipages se sentent en sécurité à l'intérieur. Les chars Pershing réduisent l'opposition allemande au silence et Remagen est rapidement conquise. Les Américains doivent maintenant se concentrer sur le pont. Ils ignorent que les Allemands ont déjà tenté de détruire le pont, mais les explosifs n'ont pas fonctionné. Une seconde tentative a seulement réussi à l'endommager par endroits, un double échec dû à la qualité des explosifs. Les Allemands ont demandé 600 kilos d'explosifs, mais on ne leur a donné que 300, et de moins bonne qualité que les explosifs nécessaires à ce genre d'intervention. Ces explosifs provenaient de l'industrie minière et servaient à creuser des trous, pas à faire sauter des ponts. Suite aux opérations de sabotage, le pont est en grande partie intact. Peu de temps après la dernière explosion, une division d'infanterie reçoit l'ordre de prendre le pont. Un soldat américain a surgi dans la rue qui menait au pont et il s'est mis à avancer. Il était seul et il marchait l'arme à la main. Pas à pas, il a sécurisé la zone sur environ 250 mètres. Puis le silence total. Et d'un coup, un tank américain a fait son apparition à côté du pont. J'ai compris qu'il fallait que je file au plus vite. Le char Pershing va dégager la voie pour l'infanterie. L'accès au pont est alors défendu par des mitrailleuses postées dans des tours situées de chaque côté du pont. Les Pershing vont tirer sur ces tours et les détruire. Les soldats américains qui s'aventurent sur le pont savent que les Allemands pourraient tenter de le faire exploser d'une minute à l'autre. Ils sont rejoints par 3 ingénieurs du génie civil sous le commandement du lieutenant Hugh Mott, qui répond ici aux questions des journalistes suite à son intervention. Une fois que les gars de l'infanterie ont pris la ville de Remagen, le lieutenant-colonel Engemann m'appelle et il m'ordonne de me rendre sur le pont afin d'y effectuer une mission de reconnaissance. J'ai constaté les dégâts au niveau du pont. J'ai dû estimer s'il supporterait le passage des troupes et combien de temps nécessiterait sa réparation. Aujourd'hui, Mott se souvient du moment où il a marché sur ce pont susceptible d'exploser à n'importe quel moment. Il y a eu très peu de tirs au cours de cet après-midi. Quelques rafales par-ci par-là, mais rien de bien inquiétant. On y était habitué. Vous m'avez interrogé sur ce que j'ai ressenti au moment de franchir ce pont. Je me répétais en permanence que les Allemands étaient de l'autre côté, en train de se dire « Allez, viens mon grand, avance, on va te faire sauter et le pont avec ». J'en rigole aujourd'hui, mais c'était assez angoissant. Sous le feu sporadique de quelques snipers, la première unité américaine atteint l'extrémité du pont sans souffrir une seule perte. En chemin, les ingénieurs désamorcent toutes les charges qu'ils rencontrent. Ces ingénieurs de la 9e division blindée couraient le long du pont et dès qu'ils voyaient un câble, ils le débranchaient. Ce bataillon de la 9e division blindée vient de traverser le Rhin. Les renforts sont en route. J'ai reçu l'ordre de traverser le pont aussi vite que possible. Les gars de l'infanterie étaient passés avant nous. Mais nous, on était la première compagnie au complet de l'autre côté du fleuve. Les gars de l'infanterie qui nous accompagnaient n'étaient pas au complet. Il leur manquait leur cuisinier. Du coup, les cuistots de ma compagnie se sont chargés de préparer le premier repas chaud servi sur la rive opposée du Rhin. 24 heures après la prise du pont, 8000 soldats alliés se trouvent sur la rive opposée du fleuve.
Mais l'ingénieur Frank Cam s'inquiète de la durée de vie du pont. Le pont était bien endommagé. Et plus on passait dessus, plus les fissures s'accentuaient. Il y avait de nombreux trous au sol. Lors de mon premier passage, je me souviens avoir vu une armature qui avait beaucoup souffert du sabotage allemand. Elle risquait de céder à tout moment. Et si ça arrivait, on pouvait dire au revoir à l'intégralité du pont et aux gars dessus. Après avoir traversé, je suis allé voir le colonel en charge des opérations et lui ai dit « Mon colonel, ce pont doit absolument être réparé. Dois-je le réparer avec ma compagnie ou devons-nous rester en soutien des gars de l'infanterie ?» Il m'a répondu de rester avec eux. Je me suis senti rassuré. Pendant que les troupes américaines continuent de traverser le fleuve, les ingénieurs tentent de réparer le pont Ludendorff avec les moyens à disposition. En parallèle, ils mettent à l'eau diverses embarcations, des bateaux, des barges, afin de transporter un maximum de soldats sur la rive opposée en un temps record. Hitler est furieux en apprenant que les Alliés ont pris le contrôle d'un pont intact. Il ordonne l'envoi de renforts sur place afin de balayer les forces américaines en présence et de détruire le pont. Il demande également que l'officier, responsable de sa prise par les Alliés, soit exécuté. Il était très important pour Hitler, son autorité et celle du régime, de faire porter le chapeau aux officiers présents sur le terrain. Si à ses yeux il y avait un coupable, 2, 3, 4, 5, 12, peu importe, il les faisait exécuter sans poser de questions. L'homme considéré comme responsable de la perte du pont est le major Hans Scheller. Son épouse se remémore ce moment tragique. Il était 14 heures quand j'ai appris la nouvelle par les informations à la radio. Ils ont annoncé que Hans avait été arrêté pour délit de lâcheté face à l'ennemi et refus d'obéir aux ordres. Il l'avait exécuté d'une balle dans la tête. Les Allemands n'hésitaient pas à punir violemment leurs propres soldats. Des dizaines de milliers d'entre eux vont être exécutés durant la Seconde Guerre. La majorité sur le front Est, mais des milliers d'exécutions auront lieu à l'Ouest, à titre d'exemple pour désertion, vol, viol ou refus d'obéir aux ordres. Du côté allié, les exemples sont déjà plus rares. Et si une exécution est ordonnée, c'est pour des faits d'une extrême gravité. Les nazis n'hésitaient pas à exécuter leurs propres soldats, et ils l'ont fait des dizaines de milliers de fois. Le maréchal de camp von Rundstedt, commandant des troupes à l'ouest, ne sera pas exécuté, mais démis de ses fonctions. Il sera le bouc émissaire idéal du fiasco de Remagen. Il est remplacé par un spécialiste de la défense reconnu pour ses opérations en Italie. Albert Kesselring est un général de la Luftwaffe qui a prouvé ses compétences de commandement de troupes aériennes et terrestres à plusieurs reprises. Ses prouesses défensives en Italie contre 2 armées alliées ont convaincu Hitler. Il le fait revenir en Allemagne et lui confie l'organisation de la défense du Rhin. Mais Kesselring se voit confronté à une situation sans issue stratégique. Pour contenir les Alliés sur le Rhin, Kesselring dispose du corps d'armée H, sous le commandement du général Blaskowitz, du corps d'armée B, du maréchal Model, et du corps d'armée G, du général Hausser au sud-ouest. Nombre de troupes se battant sur le front ouest sont alors composées d'hommes âgés et de très jeunes, tout juste sortis des jeunesses hitlériennes. Le cœur de l'armée allemande, les officiers très expérimentés et les meilleurs soldats, avaient tous été éliminés à l'époque. L'armée allemande ne sera pas particulièrement performante, car les hommes envoyés sur le front n'ont pas été entraînés et sont sous-équipés. Pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois au combat.
Kesselring a pour priorité d'éradiquer la présence américaine de Remagen. Les Américains ont déjà déplacé des milliers de renforts sur l'autre rive du Rhin grâce au pont Ludendorff, mais aussi grâce à un pont de barge conçu par les ingénieurs du génie civil. Les Allemands ont pour priorité de les détruire. Ils ont fait tout leur possible pour détruire ces ponts. Ils ont utilisé les derniers avions qu'il leur restait, dont les plus modernes. Comme le Arado 234 Blitz, le premier bombardier à réaction. Capable de voler à 750 km/h, le Blitz est plus rapide que les avions de chasse alliés, tout en étant chargé de 1400 kg de bombes. Ces merveilles technologiques vont effectuer 6 sorties en 6 jours, sans jamais atteindre leur cible. Pour protéger les traversées, la première armée américaine met en place la plus grande concentration de canons anti-aériens de toute la guerre. Ils seront 700 à défendre la structure. Les forces américaines vont déclarer avoir abattu plus de 200 appareils sur les 367 envoyés dans le but de détruire le pont. Suite à l'inefficacité de la Luftwaffe, les Allemands vont utiliser la plus grosse pièce d'artillerie automotrice jamais construite pour tenter de détruire le pont, le mortier Karl, de 540 mm. Il ratera sa cible à 14 reprises avant de tomber en panne. Hitler décide alors de sortir une de ses terrifiantes armes secrètes. Hitler ordonne le tir de missiles V2 en direction du pont, ce qui va surprendre les officiers allemands, car ils savent que la précision n'est pas le fort de cette arme. Ils vont en tirer 11 au total. Tous rateront leur cible et termineront leur course dans des villages allemands, causant la mort de nombreux civils. Pendant ce temps, le pont est toujours intact. Otto Skoczerny, à la tête des forces spéciales SS, va envoyer 7 plongeurs armés d'explosifs dans le fleuve avec pour objectif de faire exploser le pont sur barge. Mais les Alliés détiennent une arme secrète. Voilà ce qu'on appelle le Canal Defense Light, le projecteur de défense de canaux, une arme secrète britannique. La tourelle, qui se trouve au sommet, est équipée d'un puissant projecteur à arc au carbone. La lumière est équivalente à celle produite par plusieurs millions d'ampoules. Il était possible de faire clignoter cette lumière grâce à un volet, ce qui avait pour effet d'aveugler ceux qui regardaient dans sa direction. Le Canal Defense Light va jouer un rôle très important dans la préservation des structures de Remagen, car il va permettre aux Américains de repérer les plongeurs dès qu'ils approchent. La stratégie de Skoczerny va se muer en fiasco. Ces plongeurs sont exténués. Ils ont froid. Ils se voient dans l'incapacité de s'adapter à la situation et finissent dans la lumière du projecteur. La mission n'ira pas plus loin. Les plongeurs SS sont soit capturés, soit tués. Le 17 mars 1945, soit 6 jours après sa prise, le pont Ludendorff s'effondre. Les tentatives de sabotage allemands, le poids des équipements alliés et leur passage constant auront eu raison de la structure. 28 ingénieurs américains qui ont travaillé jusqu'au dernier moment afin de sécuriser le pont trouveront la mort dans l'effondrement. Des dizaines de soldats seront repêchés dans le fleuve, certains sont grièvement blessés. Au moment de l'effondrement du pont, 25 000 Américains l'auront utilisé. Les embarcations de débarquement et les ponts sur barge ont également aidé à cette incroyable traversée du Rhin. Une fois sur le rivage, les troupes établissent une tête de pont large de 30 km et profonde de 12. Mais pour accentuer la puissance alliée sur l'autre rive du Rhin, le reste des troupes doit trouver un autre passage. Il n'y avait qu'un seul pont, et les Alliés ne sont pas parvenus à faire passer toutes leurs forces de l'autre côté.
Pour mettre en œuvre la stratégie de front large préconisée par Eisenhower, les Alliés vont avoir besoin de beaucoup d'autres structures pour traverser le fleuve et réunir ainsi leurs forces de l'autre côté. 100 km au nord de Remagen, le 21e groupe d'armée britannique commandé par Montgomery s'apprête à traverser le Rhin à Wiesel. Les Allemands y ont détruit tous les ponts à temps. Montgomery décide alors de lancer les opérations Plunder et Varsity, les plus vastes opérations depuis le débarquement. Elles impliqueront plus d'1 million d'hommes. Montgomery ne dispose pas de ponts, mais d'une armée puissante et expérimentée. La traversée du Rhin sera menée par la 2e armée britannique, la plus puissante jamais constituée en Grande-Bretagne. Accompagnée par la 1re armée canadienne, la 9e armée américaine et la 18e division aéroportée. Les opérations Plunder et Varsity sont typiques du style Montgomery. L'artillerie va couvrir l'assaut au maximum pendant que les parachutistes seront largués. Montgomery aura appris une importante leçon suite à l'opération Market Garden. Les parachutistes sont plus efficaces lorsqu'ils font le lien au plus vite avec les forces au sol. L'opération Plunder va nécessiter 60 000 tonnes de munitions, 59 000 ingénieurs, 30 000 tonnes de matériaux de construction et l'utilisation de centaines d'embarcations de débarquement et de véhicules amphibies pour faire passer les troupes sur l'autre rive du Rhin. Quelques heures avant le lancement de l'opération Plunder, Montgomery reçoit une information. Son principal rival, le général Patton, a déjà traversé le Rhin. En effet, au sud, près de Mainz, la 5e division d'infanterie a mis en place une traversée improvisée sur des bateaux et des barges de débarquement. Sans intervention de l'artillerie, de bombardiers ni de parachutistes. Ce que le général Bradley a souhaité souligner dans son communiqué. Mais Montgomery reste concentré sur son objectif, malgré la visite du Premier ministre britannique Winston Churchill, qui souhaite alors témoigner en personne de la traversée historique du Rhin. Le soir du 23 mars, 3500 canons alliés tirent sur les troupes allemandes, positionnées sur la rive opposée du Rhin. 3 heures plus tard, l'opération Plunder est lancée. La 51e division Highland traverse le fleuve à bord de véhicules amphibies blindés, les Buffalo. Ces véhicules étaient capables de transporter une trentaine de soldats, ou alors des équipements avec 3 hommes seulement, ce qui en faisait un moyen de traversée très efficace. Mais sur ce fleuve, le courant est très puissant. Il fallait donc viser le rivage opposé à un angle de 45 degrés environ. La partie arrière du véhicule devait être prise par le courant pour qu'il atteigne le rivage dans la bonne position. L'un de ces véhicules amphibies est conservé au musée des blindés de Bovington. Le Buffalo peut transporter 30 soldats tout en leur offrant une certaine protection lors de la traversée du Rhin, qui n'est pas une partie de plaisir, car c'est un fleuve très puissant et mouvementé. Le Buffalo traversait le Rhin, puis une fois de l'autre côté, sa rampe arrière s'abaissait et les soldats pouvaient en sortir. Lorsque débute l'attaque, 600 Buffalo vont faire traverser 30 soldats à la fois et les mener sur la rive opposée du fleuve. Les premiers arrivés prennent position avec leurs canons et couvrent les autres traversées. En approchant du rivage, il y avait une bonne ambiance à bord du véhicule blindé. La traversée a juste été un peu agitée au moment de l'entrée à l'eau, mais sans plus. L'opération était parfaitement organisée et tout était sous contrôle. Au moment où nous sommes descendus dans l'eau, l'avant du Buffalo est monté en l'air, puis a plongé dans la rivière. On s'attendait au pire,
à une traversée des plus mouvementées, voire à couler. Puis le trajet est redevenu calme. Quelques secondes plus tard, David Reed a sorti son harmonica et tout le monde sur l'embarcation s'est mis à chanter. Puis nous sommes arrivés sur l'autre rive. L'atmosphère était bon enfant. Cette traversée reste un excellent souvenir. Probablement un des meilleurs de mes années passées au front. Pendant que les infanteries britanniques et américaines traversent le Rhin à l'aube de ce 24 mars, les obus alliés bombardent la rive opposée afin d'empêcher les ripostes ennemies. Peter Davis se trouve aux commandes d'un de ces Buffalo le jour de l'opération. Montgomery a lancé un imposant barrage d'artillerie, comme dans la plupart de ses attaques. Mais le barrage au-dessus du Rhin a été gigantesque. Une fois l'écran de fumée installé, on a reçu l'ordre d'y aller. Les gars de l'infanterie étaient tous à bord, et on les a amenés de l'autre côté. La livraison s'est faite directement, sans problème. Les défenses allemandes se retrouvent très vite en infériorité numérique. Toute résistance est vaine. Le responsable de la défense allemande sur cette partie du Rhin est le général Johannes Blaskowitz, commandant du corps d'armée H. Initialement promis à une belle carrière, il est mis au banc durant 4 ans, après avoir dénoncé les atrocités commises par les SS en Pologne. Finalement, il reçoit le commandement des forces allemandes stationnées dans le sud de la France en 1944. Fort de son expérience, il comprend très rapidement que toute résistance sur les rives du fleuve est vaine. Le Rhin est sur le point de basculer. Le corps d'armée H de Blaskowitz semble impressionnant, mais la plupart de ses divisions ne sont composées que de 4000 hommes, alors qu'une division alliée en compte 16 000. De plus, ces troupes vont souffrir du manque d'artillerie et de soutien blindé. Le corps d'armée H peut à peine compter sur 200 chars et canons pour affronter 5 divisions armées blindées composées de plus de 1000 engins. Les Allemands étaient alors clairement sous-équipés. Ils ne disposaient ni de chars, ni de véhicules. L'industrie allemande avait été totalement détruite suite au bombardement stratégique allié. En 1945, l'armée allemande n'est plus que l'ombre d'elle-même. Se battre n'est plus qu'une question de loyauté pour certains soldats, une question d'habitude pour d'autres. Tous espéraient secrètement qu'Hitler sorte une arme susceptible de changer le cours de la guerre de sa manche afin de défendre leur pays et leur foyer, mais sans réel espoir. Ils sont surtout mus par l'énergie du désespoir. Tous sentent que le dénouement du conflit est proche. Tous veulent en sortir vivants. On se battait, mais on n'espérait plus une victoire. On espérait juste retrouver nos maisons et nos familles sains et saufs. Et on a tout fait pour. Nous n'étions plus des soldats à ce moment du conflit. L'industrie allemande étant à genoux, la priorité est donnée aux armes peu coûteuses, faciles à produire et susceptibles de détruire les chars alliés. À l'époque, l'Allemagne développe les chars massifs tels que le Jagdtiger, mais aussi des armes plus simples telles que le Panzerfaust que je tiens entre mes mains, dont l'avantage est qu'il pouvait être produit en série. Ce lance-grenade propulse des grenades à charge creuse. Son fonctionnement est simple. Cette partie est remplie d'une charge propulsive et en créant une explosion dans ce tube, il est possible de toucher les chars situés à une 60aine de mètres en appuyant sur le bouton de tir. Et ce projectile est lancé vers l'ennemi. C'est un principe très simple. En touchant un blindage, la roquette explose et y fait un trou de 5 cm. Le cuivre contenu dans la roquette est ensuite expulsé à l'intérieur du véhicule et provoque un incendie.
Ces armes simples ont été produites en grand nombre, fin 1944. 300 000 d'entre elles seront fabriquées chaque mois. Leur simplicité en font l'arme idéale pour les jeunesses hitlériennes et les armées de réserve inexpérimentées. Le Panzerfaust pouvait être utilisé par à peu près n'importe qui. Malgré son efficacité, le Panzerfaust s'avérera insuffisant pour stopper l'inexorable avancée alliée. Les Américains disposaient de ressources incroyables. C'était comme si un homme richissime luttait contre un estropié sans le sou qui venait de sortir de 6 ans de prison. Face à des défenses démoralisées, le 21e corps d'armée traverse le Rhin sans opposition. Peu de victimes seront recensées. Certaines unités vont perdre plus d'hommes suite à des tirs amis qu'à des tirs ennemis. Les Alliés lancent de plus en plus de véhicules amphibies à travers le Rhin. À 10 h du matin, Montgomery comprend que les débarquements se déroulent encore mieux que prévu. Mais l'étape suivante du plan est la plus risquée. L'opération Varsity, dont l'objectif est le largage massif de parachutistes derrière les lignes ennemies, est lancée. Ce sera la plus vaste opération aéroportée du conflit, plus importante encore que celle du débarquement et de Market Garden. 900 avions de chasse vont escorter une armada aérienne composée de 4000 avions et planeurs transportant 22 000 hommes. À 9 h 45, l'artillerie alliée cesse les tirs pour éviter de toucher ses propres appareils. Tous les yeux sont dirigés vers le ciel. Il devait être 10 h du matin. C'était l'heure H pour nous. J'étais commandant de ma compagnie, la compagnie B du 1er bataillon. Et le plan était de faire à peu près la même chose qu'en Normandie. La seule différence, c'est que mes gars étaient bien plus confiants qu'à l'époque. Lorsque les Allemands comprennent ce qui est en train de se dérouler dans le ciel, ils ouvrent le feu en direction des avions. Les appareils alliés sont des cibles faciles car ils sont lents, volent bas et en formation au moment du largage. De plus, les Américains vont découvrir un défaut fatal à leur C-46. Au cours du largage, notre régiment voisin, le 513e, s'est fait canarder par les Allemands. Les gars volaient à bord d'un C-46. Son avantage résidait dans ses 2 portes latérales. Il offrait ainsi la possibilité de sauter de chaque côté. Mais les systèmes d'alimentation en kérosène étaient bien plus vulnérables que sur le C-47. Une fois touché, le contenu des réservoirs des C-46 fuit sur le fuselage et transforme les appareils en boules de feu. Dans un second temps, arrivent les planeurs, plus lents et volant encore plus bas, donc bien plus vulnérables encore. Près de 100 appareils alliés seront abattus au cours de l'opération. Les soldats survivants doivent lutter pour s'extraire des appareils détruits, la plupart du temps sous les rafales ennemies. Une fois au sol, les unités s'organisent rapidement et ripostent. En quelques heures, elles ont pris le contrôle de la plupart de leurs objectifs et font le lien avec les forces au sol ayant traversé le fleuve plus tôt dans la matinée. La 6e division aéroportée a atterri derrière les lignes ennemies et je me souviens les avoir rejoints peu après 10 h du matin. Mais les gars qui se trouvaient à bord des planeurs étaient en sale état. Je ne sais pas combien de planeurs ont été abattus au cours de l'opération, mais le nombre des pertes a été très élevé. À part ça, le reste de l'opération s'est très bien déroulé.
Malgré les appareils abattus, le parachutage des divisions aéroportées s'est avéré moins coûteux en vies humaines que prévu. La traversée du fleuve est un succès. Montgomery dispose désormais de 4 divisions d'infanterie, de chars amphibies et de 2 divisions aéroportées sur l'autre rive du Rhin. Le général Blaskowitz, conscient de l'échelle des opérations alliées, engage sa dernière unité de réserve dans l'espoir de sauver le Reich. La 15e division d'infanterie Panzergrenadier lance une contre-attaque à Rees, pendant que la 116e Panzer Division reçoit l'ordre de reprendre le contrôle de Liesel, alors aux mains des parachutistes alliés. Mais les bombardiers pilonnent alors les positions allemandes soutenues par les canons positionnés sur la rive ouest du Rhin. Les ripostes allemandes ont joué leur dernière carte. Blaskowitz n'aura réussi à contenir les Alliés que quelques heures durant. Pendant ce temps, les ingénieurs alliés s'affairent à construire des ponts au-dessus du Rhin. Les ingénieurs vont construire un premier pont qui permettra à l'infanterie de traverser le fleuve en utilisant des barges, des segments d'acier et divers types de matériaux et équipements. Cette prouesse est restée dans l'ombre de l'histoire de la Seconde Guerre. Mais d'après moi, elle est tout aussi importante que la prise de Remagen et la traversée du fleuve. Lorsque Churchill rencontre Eisenhower le 25 mars, il est optimiste. Le Premier ministre britannique va lui-même traverser le fleuve et passer 30 minutes sur la rive opposée pour motiver les troupes. Le lendemain, le 21e corps d'armée dispose de 12 structures pour traverser le Rhin. Les Alliés vont pouvoir continuer leur incursion en territoire allemand. Les positions allemandes qui s'opposaient à la traversée des Alliés ont été détruites ou abandonnées par les troupes. La traversée de l'Allemagne s'est déroulée comme un voyage de vacances touristiques. On ne s'est vu opposer aucune résistance. Les Allemands avaient disparu, ils savaient qu'ils avaient perdu et avaient tous battu en retraite. Désormais, les soldats allemands sont de plus en plus nombreux à se rendre. On avançait d'environ 15 km par jour. Et on capturait des centaines d'Allemands en chemin. Il y en avait tellement que nos gars leur montraient juste la direction qu'ils devaient suivre. Et ils marchaient le long de la route sans garde, parfois. Je me souviens qu'on était sur l'autre rive du Rhin et un groupe de prisonniers allemands est apparu derrière nous, alors qu'on ne s'y attendait pas. On a été surpris. Ils étaient 200 environ, et ils couraient. Et ils sont passés devant nous, et on a vu notre sergent qui courait derrière eux, et qui leur hurlait dessus. Mais il reste des soldats désireux de se battre jusqu'au bout pour Hitler et l'Allemagne. Certains ne sont encore que des enfants. Je me souviendrai toujours de ce gamin de 14 ans qui nous a un peu retardés jusqu'à ce qu'on l'arrête. Quand les collègues lui ont mis la main dessus, ils ne lui ont rien fait parce que c'était encore un enfant. Mais le gamin avait résisté à tout un bataillon avec sa mitrailleuse. Il tirait sur tout ce qui bougeait, il tirait dans tous les sens. On lui avait mis la mitrailleuse entre les mains et il tirait partout. En 3 semaines, le sens de l'improvisation américain et la méticulosité toute britannique de Montgomery ont permis aux Alliés de faire une percée en Allemagne grâce à un front répandu sur 3200 km. D'autres traversées du Rhin suivront, depuis Strasbourg et les Pays-Bas. Certaines unités alliées vont parcourir 80 km par jour grâce aux chars qui transporteront plusieurs divisions d'infanterie. Les villes allemandes s'habillent de drapeaux blancs pour signifier leur reddition. Eisenhower décide de laisser Berlin aux Soviétiques. Le Reich vit ses dernières heures.
En s'enfonçant en Allemagne, les unités alliées découvrent les horreurs perpétrées par le régime nazi. Les troupes britanniques libèrent le camp de Bergen-Belsen. Elles découvrent l'innommable. On ignorait l'existence des camps de concentration. On n'en avait jamais entendu parler. On avait vu que d'un côté se trouvaient les hommes et de l'autre les femmes. Ils étaient 60 000 à l'intérieur du camp. Et j'ai été bouleversé par l'odeur effroyable. Et bien évidemment par le nombre de cadavres gisant au sol. Sous le choc, j'ai essayé à plusieurs reprises de regarder ailleurs. Et même dans cet ailleurs, il y avait des cadavres. Je venais de découvrir l'horreur et jamais je ne l'oublierai. Au cours de leur incursion en Allemagne, les unités alliées vont également découvrir les palais des chefs nazis. À Mönchengladbach se trouvait une des maisons de Goebbels, le ministre de la propagande d'Hitler. Nous avons pris la zone et ne savions pas à qui elle appartenait. Nous y avons découvert beaucoup de vin et des appareils photo. Et sachant que Goebbels était un collectionneur de vin et d'appareils photo, nous en avons conclu que c'était une de ces maisons. Les soldats juifs de la 29e division vont profiter de cette incroyable opportunité et célébrer la Pâque juive dans la maison de Goebbels en compagnie de survivants des camps, le pied de nez ultime. On a souhaité célébrer cette fête car pour nous, les Juifs, c'est la célébration de l'exode hors d'Égypte et la libération de notre peuple du joug égyptien. Ces survivants venaient d'être libérés d'un esclavage des temps modernes mis en place par le régime nazi. Au cours du service, l'aumônier Poliakov sera très ému par la présence dans l'audience de soldats américains non juifs, mais aussi de survivants des camps de concentration qui ont absolument tenu à assister à cette cérémonie malgré leur piteux état. La plupart d'entre eux sont décédés peu de temps après d'ailleurs. Mais ils nous ont supplié pour qu'on effectue cette célébration. C'était très important pour eux, comme pour nous. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment. 6 semaines après la traversée du Rhin, les Soviétiques contrôlent Berlin et Hitler est mort. 8 jours plus tard, le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule sans condition. La guerre en Europe est terminée. Nous avions perdu, et c'était déjà assez difficile. Mais quelques temps plus tard, nous avons appris ce qui s'était passé dans le pays et ailleurs. L'Holocauste, les camps de la mort et tout ça. L'opinion publique a très rapidement évolué. Nous venions de comprendre que nous avions été manipulés dès le début, parce que ce n'est pas pour ça qu'on s'était battu pendant 5 ans. Les derniers jours de guerre et le retour à la vie normale n'ont pas été simples. Nous avons vécu sous la pression, l'excitation, la peur et l'adrénaline pendant 5 années. Et d'un coup, tout s'est arrêté. Pour les jeunes hommes qui ont risqué leur vie, il est temps de quitter leurs camarades avec dans leur besace des souvenirs et des expériences qu'ils n'oublieront jamais. La guerre était terminée. Et après, on allait retourner à des vies normales et ennuyeuses. Mes camarades allaient me manquer. Encore aujourd'hui, je suis extrêmement fier. D'avoir combattu aux côtés de mes frères d'armes. Ces gars nous connaissaient encore mieux que nos propres familles. On a vécu beaucoup de moments difficiles et on s'est soutenus les uns les autres.
La guerre était finie. J'avais survécu. C'était le plus important à mes yeux. Je me souviens du 11 mars et de l'entrée des Américains à Lubsdorff. C'est à ce moment que j'ai compris que la guerre était terminée. Le fait de savoir si on avait perdu ou si on avait été libéré est une question qui trouvera sa réponse un peu plus tard. J'ai ouvert la porte de la maison que maman laissait toujours ouverte. Je suis entré et j'ai dit « Bonjour, mère ». Elle a explosé de joie et fondu en larmes. Elle était heureuse de voir son fils rentrer à la maison en vie. Ma sœur Jenny Lee se trouvait sous le porche de la maison. Elle m'a vu arriver au loin et immédiatement reconnu. Elle a hurlé de joie. On a dû l'entendre à l'autre bout de l'État de Virginie. Je m'en souviendrai toute ma vie. On est descendu du train et une foule d'inconnus nous a accueillis sous les applaudissements et les cris de joie. Tout le monde était heureux de me voir alors que je ne connaissais pas ces gens. En tout cas, ma mère pleurait. J'ai aussi dû verser ma petite larme. Cette expérience m'a fait comprendre que la vie est courte, très souvent cruelle, et qu'elle n'a pas de prix. J'ai survécu à 5 ans et 3 mois de guerre. Je suis heureux que le Seigneur m'ait permis de traverser cette épreuve sain et sauf.